Monsieur le Président, cher ami Ali Razbin, c'était une rude tâche que de me demander de tirer la conclusion de ces interventions très riches et très diverses. Et je ne sais pas trop comment, j'ai réfléchi un petit peu en entendant tout le monde. Il y a eu des redites, heureusement, parmi les différentes interventions. Je ne vais pas répéter ce que chacun a dit, parce que vous étiez tous là, si vous avez été attentifs, vous avez entendu, mais je vais vous dire les réflexions que ça m'a amené à faire. Je pense que la première réflexion, c'est de dire que je vais citer pour ça un poète iranien, je crois que quelqu'un a cité. Je crois que c'est un intervenant. C'est pas un intervenant, c'est quelqu'un de la salle. Il a dit « Il faut laver nos yeux. » Non, intervenant. C'est M. Majidi. C'est M. Majidi. Bien. De la part de Sohrab, c'est Voilà. J'ai pas retenu le nom du poète, mais il a dit « Il faut laver nos yeux. Il faut voir d'une autre manière. » Je crois que ça résume très largement l'ensemble des débats que nous avons eus au cours de cette journée, de cet après-midi, car on a parlé de démocratie, on a parlé d'état de droit, on a parlé de tout un tas de droits de l'homme, de droits de la femme, on a parlé de tout un tas de droits et de concepts qui sont finalement des concepts occidentaux. Alors, à cet égard, je voudrais rappeler le discours du président Rouhani à l'ONU en septembre, juste après son élection, enfin un peu de temps après son élection, en septembre 2013, où il a expliqué qu'il n'y avait pas une seule culture dans le monde qui serait soi-disant la meilleure et qui devrait s'imposer à l'ensemble des autres cultures, qu'il y avait des cultures différentes et que l'intérêt de l'humanité, c'était d'arriver à se connaître, à échanger, et non pas à ce qu'une culture soit dominante et qu'elle essaye de s'imposer aux autres. Or, vous avez bien compris que l'Occident se considère comme la culture la plus réussie et qu'elle doit absolument s'imposer à l'ensemble de la planète, les Américains ayant la force militaire étant capables d'envoyer leurs soldats pour le faire comprendre à ceux qui ne l'auraient pas compris. Il a d'ailleurs, le président Rouhani, lors de ce discours, il a dit et préconisé que les relations internationales se passent sous une autre égide et sous un autre style, avec, il a préconisé la modération dans les relations internationales, au lieu de dire l'option militaire est sur la table, il faut dire la paix est toujours possible. Donc, négocions, si nous avons des différends, et il est inévitable que nous en ayons, parlons et essayons de les résoudre par la négociation. Cette façon de voir les choses me paraît absolument fondamentale parce que nous sommes dans un monde où il semble que c'est un peu le Far West. C'est-à-dire que le cow-boy sort son colt dès que celui qui est en face de lui n'est pas d'accord avec lui. Et c'est une situation dramatique. Cette évolution, l'ambassadeur Rimbaud tout à l'heure a rappelé qu'elle a été le fait de la domination unilatérale et totale des États-Unis après l'effondrement de l'URSS, jusqu'à une date qu'il a fixée, 2011. Moi je dirais que ça a peut-être commencé un peu avant, la contestation de cette domination américaine, avec l'émergence effectivement d'autres nations qui ont pesé et qui ont commencé à dire mais nous aussi nous avons nos cultures, nous avons notre économie, nous avons notre population, nous avons nos traditions et nous avons notre façon de voir qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui vaut autant que la vôtre, et donc rappelant un peu et ramenant un peu au discours du président Rouhani. À cet égard, je voudrais citer un autre grand chef d'État, à mon sens,
Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je considère que Vladimir Poutine est un grand chef d'État parce qu'il a des visions, qu'il est capable d'entrevoir les réalités du moment et de se projeter dans l'avenir. Et en février 2007, lors d'une conférence internationale à Munich, une conférence qui avait été organisée par l'Europe, c'était sur l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, il a fait un discours exceptionnel dans lequel il a dit « mais la démocratie », je rappelle c'était en 2007, donc il y a 8 ans, la démocratie, ça ne consiste pas à ce qu'une majorité impose sa volonté à des minorités plus ou moins fortes et plus ou moins actives, mais au contraire, prennent en compte l'ensemble des aspirations du peuple. Et ça aussi, ça rejoint cette volonté de dire on a le droit d'être différent, on a le droit de ne pas avoir la même façon de voir les choses, il faut l'accepter et il faut échanger entre nous pour faire avancer le débat. Je voudrais tout de même rappeler quelques éléments importants qui ont été dits au cours de cet après-midi, sans être trop long. Jean-Antoine Duprat a dit en début d'après-midi 3 choses. Il a rappelé que la société civile repose sur 3 choses très importantes. La première, c'est la généralisation de l'instruction. Je crois qu'effectivement, c'est fondamental. La deuxième, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. L'égalité de droit. Bien sûr que l'homme et la femme sont différents. Et enfin, il a rappelé que l'Occident ne regarde pas assez vers les autres. Heureusement, l'homme et la femme sont différents. Ensuite, M. Reza Majidi, justement, a rappelé que la société civile est fondée, en tout cas dans les pays musulmans, sur un islam qui est central. Il est central, mais il n'est pas homogène. Et il y a de grandes variétés dans les modes de vie, dans les croyances religieuses. Et il faut que les sociétés civiles, dans les différents États, dans les différents pays, agissent parallèlement à l'État et non pas en opposition à l'État. La société civile doit être un intermédiaire entre l'État et la population. C'est ce que nous essayons de faire, et c'est ce qui est très difficile, puisqu'il a été rappelé aussi à un autre moment, par Majid Nemeh et aussi par d'autres intervenants, que beaucoup d'associations de la société civile sont financées et soutenues par l'État, mais aussi beaucoup d'associations sont financées par l'étranger. On a appris récemment au cours de l'année qui s'est écoulée, on sait que le maréchal Sissi en Égypte a retiré le droit d'exister à des associations en Égypte qui étaient financées par les États-Unis. Il y a eu des hauts cris poussés évidemment à Washington, mais néanmoins on comprend très bien qu'un chef d'État ne puisse pas accepter que des associations exercent leur action dans son pays alors que le financement est étranger. Vladimir Poutine a fait la même chose en Russie il n'y a pas longtemps, s'étant aperçu qu'effectivement il y avait des pays étrangers qui finançaient des associations qui n'avaient pas pour but de défendre la politique de Vladimir Poutine, bien entendu. Je voudrais revenir à un point important sur les fondements métaphysiques de la culture. Mais auparavant, je voudrais quand même rappeler que on a, au cours de cet après-midi, et c'est Bruno Drewski qui en a parlé, on a parlé des monarques du Golfe qui sont opposés à la société civile à cause des étrangers. Alors c'est quelque chose de particulier, mais ce n'est pas anecdotique, et
il est vrai que ça caractérise un certain nombre des pays arabes du Golfe. Et à cet égard, il est même allé jusqu'à dire que des pays comme l'Irak, la Syrie ou la Libye, où il y avait une cohésion sociale et finalement une société civile, pas au sens occidental du terme, mais au sens, un intervenant l'a rappelé tout à l'heure, les tribus et les règles qui régissent ces tribus sont indispensables dans un certain nombre de pays. Eh bien, en Irak, en Syrie, en Libye, il y avait des règles sociales qui créent une société civile. C'est pour cette raison, a dit Bruno Dreski, que ces trois pays ont été attaqués l'un après l'autre parce qu'ils gênaient dans le dispositif de certains pays, disons-le carrément, des États-Unis. Richard Labévière a dit énormément de choses, comme toujours, très intéressantes, mais, et je vais pas tout dire, mais il a aussi rappelé et dénoncé le narcissisme français et européen. Ce narcissisme, c'est ce que je dénonçais en début, c'est qu'on croit toujours qu'on est les meilleurs et qu'on doit amener les autres à copier notre façon de vivre et notre façon de penser. Il a rappelé le nombre d'ONG qui avaient financé des révolutions de couleur en Europe et ailleurs, et donc un certain nombre de ce qu'on a appelé printemps arabe, qui sont devenus des hivers, comme Eliatem nous l'a dit, ont été, sinon fomentés, du moins aussitôt, dès le début, exploités par tout un tas d'officines et d'organismes qui avaient pour but de déstabiliser le pays. Bon, je ne voudrais pas être trop long, donc je voudrais conclure sur le fait que il me paraît essentiel de comprendre que la société civile ne peut être active et vraiment utile que lorsque les structures de l'État, mais peut-être pas les structures de l'État au sens de la République en Europe, mais que les structures de l'État, ça peut être un État féodal, ça peut être un État monarchique, que les structures de l'État permettent au peuple de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et je pense à un nouvel État qui a été créé il y a quelques années, qui s'appelle l'Union européenne, et je vois aujourd'hui, enfin depuis un an, que... c'est une convention d'Europe, ce n'est pas un État. Oui, non, si vous permettez, madame, l'Union européenne se comporte comme un État, et cet État est de plus en plus contesté par les membres de cette Union européenne, puisque nous voyons bien que la Suède, le Danemark, la Hongrie, la Pologne et d'autres États, et même en France maintenant, reprennent les rênes de leur politique et de leur direction, sentant bien que Bruxelles et l'Union européenne sont incapables de gérer les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés, et notamment le problème du terrorisme et des migrations importantes. Or là, il y a à nouveau le fait que la société civile des États européens est descendue dans la rue pour expliquer que, puisque les structures étatiques de l'Union européenne n'étaient pas capables de régler la question, si les dirigeants ne reprenaient pas les rênes de la direction du pays, ben c'était eux qui renverseraient les dirigeants pour s'en occuper. Donc vous voyez que là, on sent qu'il y a un basculement en ce moment des règles qui régissent le fonctionnement d'un pseudo-État qui s'appelle l'Union européenne. On a beaucoup parlé de l'Arabie saoudite. Alors, je trouve qu'on a peut-être été un peu dur, mais en réalité, on a dit des choses, on n'a pas dit de mensonges sur l'Arabie saoudite.
Mais il faut aussi laisser aux Séoudiens évoluer. Quelqu'un a laissé entendre d'ailleurs qu'ils étaient en pleine évolution, et même une personne nous a donné une information que le roi aurait abdiqué pour son fils. Donc on est en plein bouleversement. Alors de même que c'est M. Calafon, je crois, qui a dit que la Turquie était au bord du chaos, peut-être. Est-ce que l'Arabie Saoudite ne serait pas également au bord du chaos? Il semble qu'en tout cas les évolutions s'accélèrent et qu'on est certainement très peu sur le pas de la porte de changements importants au Moyen-Orient. Je voudrais terminer sur le fait que Malraux avait dit que les cultures et les sociétés civiles, c'est une émanation des cultures différentes et des cultures locales. Les cultures ne peuvent exister et créer des civilisations que si elles s'appuient sur une métaphysique. Lui qui était agnostique, discutant avec De Gaulle de ce sujet, a absolument décrit cette question en disant que il n'y avait pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité de civilisation qui ne s'était pas créée, constituée à partir d'une croyance, d'une métaphysique. Et donc, il ajoutait, si notre civilisation, ou ce qu'on appelle comme telle, ne trouve pas sa métaphysique, eh bien, elle devra disparaître. Alors, je pense que cette question de la métaphysique est très importante parce qu'il y a un pays qui renaît de ses cendres avec une grande force et qui s'appuie sur une métaphysique, c'est la Russie. Et je pense que quand l'Europe renie complètement ses valeurs fondamentales et sa métaphysique, qu'elle soit, évidemment pour l'Europe c'est essentiellement une métaphysique chrétienne, mais ça peut être une métaphysique juive, ça peut être une métaphysique musulmane, chrétienne, orthodoxe pour la Russie. Il est évident que ces évolutions et ces civilisations, ces cultures ne peuvent perdurer, à mon avis, que si elles s'appuient sur une métaphysique. Or, hélas, sous l'influence peut-être américaine, il semble que les États européens renoncent à cette métaphysique, et donc je pense qu'il faudra qu'on change de direction si on veut retrouver un État stable et où les sociétés civiles seront, comme je l'ai dit initialement et comme ça a été dit au cours d'une intervention, les sociétés civiles sont en fait un relais entre l'État et la population. Je m'arrêterai là. Et bien, si vous me permettez encore juste un mot sur telle ou telle dernière... pardon. Oui, juste un mot, c'est une remarque, pas d'humeur, mais enfin quelque chose qui m'a chagriné un petit peu. C'est que tout au long de cette journée, de ces débats, on a assez peu parlé finalement des sociétés arabes, des sociétés civiles, notamment au Moyen-Orient, et on a fait comme si, parce que on l'a même entendu, j'ai même entendu dire, si j'ai pas la berlue des oreilles, c'est-à-dire que finalement il y avait deux États-nations, par exemple au Moyen-Orient, qui étaient la Turquie et l'Iran, ce que je ne conteste pas. Je trouve qu'il est un peu injuste, peut-être que c'est dans l'air du temps, mais de trouver que les États arabes, quand même, on leur dénie à tous le droit d'être des États-nations, même quand il y a quand même l'Égypte dans la région, il y a quand même des pays comme la Syrie historique, dans sa plus grande extension, la Grande Syrie, qui correspondait au temps de l'Empire ottoman, à la vilayet de Damas, par exemple, hein, et peut-être l'Irak, je ne sais pas, enfin il y a des États-nations qui sont parmi les civilisations les plus vieilles du monde, donc je pense qu'il est difficile, un peu injuste, et je crois un peu
inique, à vrai dire, de leur dénier le fait qu'elles sont des États-nations. Moi, je connais la Syrie, je ne connais pas l'Irak. Hein. Je connais l'Égypte. L'Égypte, c'est bel et bien un État-nation, si on a bien un, même au monde, c'est bien celui-là. Et la Syrie, de mon point de vue, est un État-nation, parce que c'est un pays que je connais bien, et c'est bien un État-nation. On dit toujours c'est une mosaïque de ceci, de cela, ni plus ni moins que la France, ni plus ni moins que plein d'États, et ni plus ni moins que la Turquie, ou que d'autres pays, d'ailleurs, que l'Iran, ou ainsi de suite. J'ai aucune jalousie, mais je trouvais que c'était un petit peu injuste, ça m'a beaucoup choqué. Voilà, c'est ça. Je pense que les pays arabes sont très très malmenés quand même, à cause des fameux printemps arabes.